Salut tout le monde et bienvenue sur le podcast de Philippe. N'oubliez pas de vous abonner sur YouTube, Spotify et Amazon et de liker ce podcast si vous l'appréciez. Merci. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet un peu obscur et métier de l'ombre dans le domaine de l'intelligence artificielle. D'accord. Figurez-vous qu'il y a des tas de gens qui travaillent dur pour que l'IA fonctionne et ils ne sont pas forcément bien payés, surtout dans les pays en développement. On va parler plus particulièrement des data labelers, les annotateurs de données. Vous voyez un peu? Oui. C'est fascinant et un peu inquiétant à la fois. Oui, c'est un aspect de l'IA dont on parle rarement. On a tendance à se concentrer sur les prouesses technologiques, mais on oublie souvent le travail humain qui est derrière. Exactement. Et ce travail humain, il est souvent mal rémunéré, surtout dans certains pays. On a des chiffres assez frappants, par exemple au Kenya, les annotateurs de données gagnent autour d'1 $ par heure, alors qu'aux États-Unis, pour le même travail, ils peuvent gagner jusqu'à 25 $, voire plus. Ce qui est intéressant, c'est que cette disparité salariale met en lumière des inégalités économiques mondiales plus larges. On peut se demander si l'essor de l'IA ne risque pas d'accentuer ces inégalités. Oui, c'est une question importante. Et il n'y a pas que les salaires qui posent problème. Les conditions de travail dans certains pays sont aussi très préoccupantes. Par exemple, on parle d'un risque de remplacement immédiat. En cas d'absence, pas de congé maladie, pas d'autres avantages sociaux. Et une pression constante avec zéro tolérance pour les erreurs. Imaginez un peu, on vous demande d'annoter des milliers d'images par jour, et la moindre erreur peut vous coûter votre place. C'est assez effrayant quand on y pense. On pourrait croire que face à cette situation, la notation de données ne profite qu'aux pays riches. Mais il y a un contre-exemple intéressant, les Philippines. Apparemment, la notation de données représente une véritable opportunité économique pour ce pays. Oui, les Philippines ont misé sur leur main-d'œuvre anglophone et leur expérience dans les centres d'appel pour attirer les entreprises qui ont besoin d'annotation de données. Et ça marche plutôt bien. On estime que ce secteur pourrait contribuer à une augmentation de 12-20% du PIB philippin d'ici la fin de la décennie. 12-20%, c'est énorme. Comment expliquer un tel succès? C'est une question complexe. Est-ce que les Philippines ont trouvé un modèle plus équitable? D'un côté, on voit que les Philippines ont réussi à créer un écosystème favorable à la notation de données en misant sur la formation et en attirant des investissements étrangers. De l'autre, on ne peut pas ignorer le fait que les conditions de travail des annotateurs philippins restent souvent précaires, même si elles sont sans doute meilleures que dans certains autres pays. Donc c'est un succès en demi-teinte, si on peut dire. Il y a des bénéfices économiques, mais les travailleurs ne sont pas forcément ceux qui en profitent le plus. Exactement. Et ça nous ramène à la question de l'éthique. Est-ce qu'on peut accepter que l'essor de l'IA repose sur l'exploitation de travailleurs dans les pays en développement? C'est une question fondamentale. Et ce n'est pas la seule question éthique que soulève la notation de données. Il y a aussi la question des biais, par exemple. Si les données utilisées pour entraîner les algorithmes sont annotées par des personnes qui ne sont pas représentatives de la diversité de la population, on risque de créer des IA biaisées. Absolument. Et il y a aussi la question de la transparence. Les annotateurs de données sont rarement informés de l'utilisation finale des données qu'ils traitent. Ils travaillent dans l'ombre sans savoir à quoi servent vraiment leurs efforts. C'est vrai. On pourrait imaginer qu'ils annotent des images qui sont utilisées pour des systèmes de surveillance, par exemple, sans en avoir conscience. Exactement. Et il y a d'autres questions encore, la sécurité des données et la protection de la vie privée des personnes dont les données sont annotées. Tout ça montre que l'annotation de données, c'est bien plus qu'un simple travail technique. C'est un sujet qui soulève des questions éthiques, sociales, économiques et même politiques. Tout à fait. On est face à un véritable défi, comment concilier les progrès de l'IA avec le respect des droits humains et la justice sociale. C'est la question à laquelle on va essayer de répondre ensemble. On va explorer les différents aspects de ce problème, on va voir ce qui se fait dans différents pays et on va essayer de comprendre comment on pourrait faire mieux. Avec plaisir. Alors pour commencer, on va se pencher sur les arguments avancés par les entreprises pour justifier les bas salaires des annotateurs de données. Qu'est-ce qu'elles disent pour se défendre? Eh bien, elles ont plusieurs arguments. Souvent, elles insistent sur la réduction des coûts. Elles cherchent à minimiser les dépenses et ça les pousse à négocier des taux horaires très bas, surtout dans les pays où la main-d'œuvre est moins chère. Oui, ça on comprend la logique, mais est-ce que la logique économique justifie tout? Pas forcément. Elles parlent aussi des différences de coût de la vie. Elles disent que les salaires sont adaptés aux réalités locales, que le pouvoir d'achat n'est pas le même partout. Oui, c'est l'argument classique. Mais est-ce que ça suffit vraiment pour expliquer des écarts aussi importants? On parle quand même d'un facteur 25. C'est discutable. Il y a aussi la perception du travail en lui-même.
L'annotation de données est souvent vue comme une tâche simple, accessible à tous qui, selon elle, justifie une rémunération plus faible. Ah, l'éternel argument de la tâche facile. On le connaît bien celui-là? Oui, et puis il y a l'argument de l'opportunité économique. Dans certains pays en développement, l'annotation de données est présentée comme une chance, un moyen de créer des emplois et de stimuler la croissance. Comme pour les Philippines, on l'a dit tout à l'heure. Exactement. Mais encore une fois, il faut regarder de plus près comment les bénéfices sont répartis et quelles sont les conditions de travail réelles. Oui, il ne faut pas se laisser aveugler par les belles promesses. Y a-t-il d'autres arguments qu'elles utilisent? Oui, elles mentionnent aussi la concurrence mondiale. Elles expliquent qu'elles sont obligées de s'adapter au prix du marché, que d'autres pays proposent des services d'annotation à des tarifs encore plus bas. La fameuse loi du marché. Est-ce que ce n'est pas une excuse facile pour maintenir des salaires bas? C'est possible. Et puis, il y a un autre facteur important, le manque de régulation. L'absence de loi claire, de conventions collectives, de protection sociale, tout ça permet aux entreprises de profiter de la situation. C'est un peu le Far West en somme. Chacun fait ce qu'il veut sans trop de contraintes. Oui, c'est une image un peu forte, mais il y a une part de vérité là-dedans. Et enfin, elle parle parfois des frictions sur le marché du travail. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des difficultés de mobilité pour les travailleurs, ce qui limite leur pouvoir de négociation. Donc si je comprends bien, les entreprises ont tout un arsenal d'arguments pour justifier leurs pratiques. Mais au fond, est-ce que ces arguments sont vraiment convaincants? C'est là que la question éthique se pose avec toute sa force. Même si on comprend les contraintes économiques, est-ce qu'on peut accepter que le développement de l'IA se fasse au détriment des travailleurs? C'est une question difficile. On voit bien qu'il y a un dilemme entre l'innovation technologique et la justice sociale. Mais est-ce qu'on est condamné à choisir entre les deux? Pas forcément. Il existe des pistes pour concilier les deux. Par exemple, on pourrait imaginer des labels éthiques pour les entreprises qui respectent certaines normes sociales et environnementales. Ce serait un peu comme le commerce équitable, mais appliqué au domaine de l'IA. Exactement. Il y a aussi des initiatives pour renforcer la régulation du secteur, pour mettre en place des garde-fous pour protéger les travailleurs. Oui, j'ai lu quelque chose sur un projet de loi européenne qui vise à encadrer l'utilisation de l'IA. Oui, il y a plusieurs projets en cours à différents niveaux. C'est un sujet qui prend de l'ampleur et c'est tant mieux. Donc on peut dire qu'il y a de l'espoir. On n'est pas obligé de se résigner à l'exploitation des travailleurs. On peut imaginer un avenir où l'IA se développe de manière plus juste et plus durable. C'est ce qu'on espère tous. Mais ça ne se fera pas tout seul. Il faut que les citoyens, les consommateurs, les chercheurs, les politiques, tout le monde s'empare de ces questions. C'est un appel à l'action en somme. On ne peut pas laisser l'avenir de l'IA entre les mains des seuls ingénieurs et des entreprises. Il faut que la société civile se mobilise. Absolument. L'IA, c'est l'affaire de tous. Et justement, parlons un peu des solutions possibles. Qu'est-ce qu'on pourrait faire concrètement pour améliorer la situation des travailleurs dans le secteur de l'IA? On a parlé des labels éthiques de la régulation, mais y a-t-il d'autres pistes? Bien sûr. Il y a la question de la formation, par exemple. On pourrait imaginer des programmes de formation plus poussés pour les annotateurs de données pour qu'ils puissent acquérir des compétences plus pointues et accéder à des postes plus qualifiés. Oui, ça leur permettrait d'avoir plus de perspectives d'évolution, de ne pas rester coincés dans des tâches répétitives et peu rémunérées. Exactement. Et puis, il y a la question de la représentation des travailleurs. On pourrait encourager la création de syndicats ou d'associations qui défendent leurs droits, qui négocient des conventions collectives, qui luttent contre les abus. Oui, c'est important qu'ils ne soient pas isolés, qu'ils aient une voix collective pour se faire entendre. Tout à fait. Et puis, il y a aussi un rôle à jouer pour les consommateurs. On peut choisir de privilégier les entreprises qui ont une politique éthique, qui respectent les droits des travailleurs. On peut boycotter les produits ou services qui sont issus de l'exploitation. C'est vrai, on a un certain pouvoir en tant que consommateur. On peut faire des choix éclairés en fonction de nos valeurs. Mais comment savoir quelles entreprises sont éthiques et lesquelles ne le sont pas? Il n'y a pas toujours beaucoup de transparence sur ces questions. C'est vrai. C'est pour ça que c'est important de s'informer, de lire des articles, de consulter des sites web qui évaluent les pratiques des entreprises. Il y a des organisations non gouvernementales, des associations de consommateurs qui font un travail remarquable sur ces questions. Donc au fond, la solution, elle est collective. C'est l'ensemble de la société qui doit se mobiliser pour que l'IA se développe de manière responsable. Je crois que oui. On ne peut pas laisser les questions éthiques de côté. L'IA, c'est une technologie puissante qui a un potentiel énorme, mais elle peut aussi être dangereuse si on ne l'encadre pas, si on ne réfléchit pas à ses conséquences. Oui, on ne veut pas d'une IA qui accentue les inégalités, qui crée de la discrimination, qui porte atteinte à la vie privée. On veut une IA qui soit au service de l'humanité, qui contribue au progrès social et environnemental. C'est tout l'enjeu des années à venir.
On est à un moment charnière où on doit faire des choix importants pour l'avenir de l'IA. Et ces choix, ils ne doivent pas être faits uniquement par les experts, par les entreprises, par les gouvernements. Ils doivent être faits par la société dans son ensemble. C'est un beau message pour conclure cette émission. Merci beaucoup pour toutes ces explications. J'espère que nos auditeurs ont appris des choses aujourd'hui et qu'ils seront plus attentifs aux enjeux éthiques de l'IA. Merci à vous de m'avoir invité. C'était un plaisir d'échanger sur ces sujets importants. Et merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir écoutés. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, de nous suivre sur Spotify et Amazon Music et de liker cette vidéo si elle vous a plu. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle du podcast de Philippe. À bientôt!